Dans cette présentation, nous allons découvrir le travail qu'il est possible de faire avec notre conscience suite à une situation qui nous a perturbés. Lorsqu'il nous arrive une situation pénible ou conflictuelle, il est possible d'effectuer un travail d'introspection qui a pour objectif d'apaiser le retentissement émotionnel et aussi l'activité mentale stimulée par cette situation. Cela permet ensuite une clarification des besoins qui se trouvent affectés. C'est un travail méthodique de la conscience. L'intention de cette présentation, c'est de mettre en lumière le fait que nous disposons d'une telle instance consciente, à la fois capable de lucidité et de bienveillance, alors même que nous nous sentons perturbés. Cette présentation s'appuie sur un schéma de la personne humaine établi par André Rochet dans les années 70, et cette personne, c'est le fondateur d'un organisme de formation, Personnalité Relations Humaines, qu'on désigne souvent par le sigle PRH. Dans les ateliers de compétences relationnelles, nous utilisons une méthode de relecture qui s'inspire en grande partie de la méthode d'analyse du vécu introduite par André Rochet. C'est la raison d'être de cette présentation. Pour en savoir plus sur André Rochet, voici un lien. Pour en savoir plus sur la méthode de relecture des ateliers de compétences relationnelles, voici un livre. Voici le schéma introduit par André Rochet. C'est une métaphore qui représente la personne humaine sous la forme d'un œuf, dont la coquille est le corps et dont tout l'intérieur est fait de notre sensibilité, à la fois corporelle et affective, avec, dans la partie supérieure, une zone représentant notre mental, le moi-je. Le tout repose sur l'être, une instance qui est le lieu de notre identité profonde et de notre dynamisme vital, dont une partie seulement est émergée et que André Rochet appelle le roc d'être. Nous allons maintenant détailler ces 4 instances. Commençons par le moi-je. C'est le siège des représentations cognitives et des opérations de la pensée. Il fonctionne et se développe à partir des données perçues ou apprises, les représentations mentales, les images, les mots, et puis aussi de procédures engrangées grâce aux expériences et aux apprentissages historiques. C'est le lieu également de notre conscience, de notre instance de décision et de la volonté. Ici, tout à l'intérieur du corps, il y a donc la sensibilité, avec une zone consciente et puis toute une zone inconsciente. C'est une réalité extrêmement ramifiée qui va de la sensibilité corporelle, les 5 sens, l'ensemble du système nerveux, jusqu'aux zones profondes de la mémoire affective, dont une grande partie est inconsciente. C'est la caisse de résonance émotionnelle de nos expériences vécues. Il fonctionne sur le principe d'un codage du vécu sur une échelle de valeurs qui va du plaisir
à la souffrance. Cette zone filtre le vécu présent par la mémoire des expériences passées, qui leur donne une certaine couleur. C'est cette zone qui conditionne la motivation et l'investissement dans l'action. Passons maintenant au corps. C'est l'instance physique. C'est une réalité qui va de l'enveloppe corporelle, la frontière avec l'extérieur, jusqu'à l'ensemble des membres, des organes, des fonctions du corps physique. Il fonctionne pour l'essentiel à partir d'une zone de réflexe, d'une somme de réflexes et de régulation programmée génétiquement. C'est le lieu de nos instincts de survie. Voici la représentation schématique d'une émotion. C'est un peu comme une onde qui se propage à l'intérieur de la sensibilité avec une résonance qui peut être de nature agréable ou désagréable. Une émotion peut aussi avoir des ramifications inconscientes dans notre mémoire affective. Enfin, voici l'instance de l'être humain et ses potentialités. C'est une réalité qui émerge peu à peu au cours du développement humain. Son émergence incomplète conditionne la personnalité. Mais comme pour un iceberg, la partie émergée s'appuie sur un socle dont l'étendue est sans commune mesure. Voici la partie émergée. Et voici toute la partie non émergée. C'est là que s'enracine l'identité profonde de la personne. C'est un cocktail unique d'un immense patrimoine biologique, génétique, psychique et culturel dont la personne hérite. Et ce dépôt vivant d'expériences et d'histoires est animé d'une puissante aspiration à exister et à actualiser de façon très typée les potentialités qu'il renferme. C'est la source d'un processus lent de réalisation de soi qui nécessite la coopération des autres instances de la personne, et en particulier du moi-je. Nous allons zoomer sur l'être et sur la sensibilité. Comme nous l'avons dit, la partie émergée de l'être représente l'ensemble des processus vitaux qui ont été mis en place pour satisfaire des aspirations essentielles. Elle donne de la stabilité à l'ensemble de l'édifice. C'est comme le lest dans la quille d'un navire. Les aspirations de l'être, qui visent au développement de ses potentialités, rayonnent dans la sensibilité sous la forme de 4 besoins essentiels qui cherchent satisfaction et orientent notre énergie vitale. Tout d'abord, tout ce qui concerne les besoins de sécurité, pouvoir se conserver et vivre en paix. Diamétralement opposés, les besoins d'activité, de se risquer dans l'exploration du monde à travers des expériences et des activités gratifiantes. Le besoin d'identité, trouver sa place, savoir qui je suis, pour pouvoir être bien avec moi-même, pouvoir grandir en liberté, en dignité, en responsabilité. Et le besoin d'altérité, c'est le besoin d'être bien avec autrui, de ne pas être seul, de pouvoir nourrir des relations d'alliance, de coopération, d'amour et de sollicitude. La sensibilité cherche naturellement
à être apaisée et heureuse autour de ces 4 différentes aspirations. Supposons qu'un événement extérieur mette en péril la sécurité de la personne. Une émotion de peur se développe dans la sensibilité, symbolisée par ce nuage qui se développe autour du pôle affecté. Le besoin de sécurité n'est pas nourri. Alors ça fait des choses dans le moi-je. L'émotion ressentie dans la sensibilité développe une activité dans le mental qui va en s'amplifiant et qui interagit avec l'ébranlement émotionnel. Ça boucle. Nous allons maintenant zoomer sur le moi-je. Et nous allons voir que nous pouvons y distinguer 2 instances sur des axes opposés. Il y a le moi, il y a le je. Commençons par le moi. Nous le symbolisons par ce trait qui représente l'ensemble des représentations cognitives de la personne dans le moment présent. C'est le siège de la pensée, de l'activité mentale. Cet axe symbolise la multiplicité des états du moi en fonction des représentations du contexte, des besoins, de l'évocation du passé, des représentations de l'avenir et des projets. En fait, ceci c'est l'ego, inconstant, qui cherche aussi à se maintenir à l'identique. Voici l'activité mentale présente, et puis ça va bouger, ça bouge sans cesse. Voilà l'activité l'instant d'après. D'instant en instant, l'activité mentale bouge. Voici maintenant le je. Sur un axe perpendiculaire au premier. C'est le siège de la conscience responsable dans l'ici et maintenant, capable de présence attentive et de bienveillance. Comme on l'a vu, c'est l'instance aussi de décision, d'engagement et de volonté. Elle peut se déplacer, elle est mobile, elle peut se focaliser et s'orienter dans différentes directions, comme le faisceau d'un projecteur. Elle peut descendre selon l'axe vertical pour traverser le plan du moi et s'enfoncer dans la sensibilité présente. En position haute, elle est très influencée par les états et l'activité du moi auxquels elle peut s'identifier complètement. Le moi lui masque par ses représentations l'état du réel, l'état réel des autres instances de la sensibilité et de l'être. La conscience de soi est alors comme passive et captive du mental. Elle est en posture de je, liée à l'ego. Mais elle peut descendre, et en position basse, elle devient plus réceptive des messages de la sensibilité, du corps et de l'être. Elle se trouve ainsi beaucoup moins influencée par l'activité mentale à laquelle elle ne s'identifie plus. Elle devient active dans la présence, les décisions et les actes. Elle est à ce moment-là conscience d'être. Elle est en posture de je, liée au soi.
En fait, ce que nous avons appelé le moi, c'est tout un monde. Déjà, l'activité du moi peut affecter directement la sensibilité sans présence d'événements extérieurs particuliers. Je peux me faire peur en pensant à quelque chose. Et ça fait des vagues comme une pierre jetée dans un lac. C'est ainsi, par exemple, qu'on se fait du souci. Passons à un schéma en 3D pour distinguer le monde du mental du reste de la personne. Nous retrouvons ici cette ligne qui symbolise la trace dans le présent des mouvements incessants du moi, qui s'effectuent comme dans un plan perpendiculaire au présent, qui est le plan de l'imaginaire, ou le plan des représentations mentales. L'énergie mentale s'active à partir des ruminations du passé ou des représentations anxieuses ou stimulantes de l'avenir, et ça entretient des vagues ou bien des tempêtes correspondantes au niveau de la sensibilité. C'est comme un tapis roulant qui se déroule toujours dans ce sens-là. Un avenir qui devient un passé. La conscience, le je, placé en position haute, est captivé par ces cogitations et ne se trouve pas en bonne posture pour distinguer les véritables besoins affectés. Mais nous allons voir que je ne suis pas mes cogitations. Quand je fais la relecture d'une situation pénible, ma conscience est mobile. Elle accueille les cogitations, elle les note sur le papier pour les poser, et puis elle descend en dessous au niveau de la sensibilité corporelle pour accueillir les émotions et les ressentis et les noter à leur tour. Elle éclaire le processus de renforcement réciproque, cogitation, émotion. Nous allons illustrer ceci par le schéma d'André Rocher. Quand je m'interroge, qu'est-ce que je me dis? Eh bien, j'amène le projecteur sur ce qui se passe dans mon mental, au niveau du moi, et j'accueille les différentes cogitations qui sont en train de se produire. Quand je me dis qu'est-ce que je ressens, le je descend à l'intérieur de la sensibilité. Et le projecteur de mon attention, de ma présence attentive, s'oriente maintenant vers les sensations internes, les émotions, les résonances. Et je peux me rendre compte et accueillir qu'il y a un processus de renforcement réciproque entre ce que je pense et ce que je sens, ce que je sens et ce que je pense. Ainsi, je peux me déplacer progressivement de la conscience de l'émotion à celle du besoin frustré. La conscience en position basse accueille l'émotion. J'accueille le retentissement pénible du manque qui a ébranlé, à tort ou à raison, ma sensibilité. Et puis je vais me focaliser sur le cœur de cette onde interne en me demandant, mais au fond, qu'est-ce qu'il me manque? Quelle est la frustration? D'où part ce ressenti pénible? De quoi c'est fait? La frustration, c'est comme un trou noir, d'où rayonne la souffrance du manque. Mais au fond, il y a une aspiration de l'être. Quelle est-elle?
Et dans un troisième temps, je vais manifester de l'empathie à cette part de moi-même qui souffre de manque. Je vais l'accueillir, je vais la comprendre, je vais la consoler. Alors la souffrance peut s'apaiser peu à peu lorsqu'elle est enveloppée d'une telle reconnaissance consciente. Voici la grille de relecture de situations pénibles ou difficiles qui est proposée dans les ateliers de compétences relationnelles, où on nous invite d'abord à identifier les événements déclencheurs, les observations de fait, identifier ce qui se passe dans notre sensibilité, nos ressentis, nos émotions, en particulier les ressentis corporels, identifier ce qui se passe au niveau de notre cinéma mental, pour enfin être capable de partir en quête des vrais besoins qui sont en jeu, affectés par ces événements. Nous allons voir ce que ça donne avec l'éclairage du schéma de André Rocher. Un événement extérieur dont je prends conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens au niveau de ma sensibilité? Ma conscience s'enfonce en dessous du mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Et enfin, qu'est-ce qu'il me manque? Quelle est la frustration qui fait qu'il y a ce rayonnement pénible? Quand je me dis ça, quand je ressens ça au fond, qu'est-ce qu'il me manque? Mais qu'est-ce que je cherche? Et je peux faire plusieurs allers-retours entre ce que je me dis et ce que je ressens, ce que je ressens et ce que je me dis, pour finalement aller voir, mais c'est quoi qui me manque? Le point clé, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de besoins. Souvent, avec ma conscience, j'identifie un premier niveau de besoin. Mais en fait, ce n'est qu'un moyen, une stratégie, qui n'est pas toujours adaptée d'ailleurs, pour satisfaire un besoin plus profond et plus essentiel. Si j'avais ça, ça me permettrait au fait de satisfaire quoi de plus profond, de plus important encore? Alors la conscience s'enfonce dans les besoins successifs jusqu'à rejoindre les véritables aspirations de l'être qui sont en jeu dans cette affaire. Et alors, si je me rends compte qu'il me manque ça, bon, qu'est-ce que ça me permettrait de vivre? Au fond, qu'est-ce que je cherche de bon? Qu'est-ce que je cherche de bien? Ce travail a pour fruit un apaisement de la sensibilité et du mental par cette reconnaissance empathique qui s'effectue grâce à la conscience. Quand l'aspiration profonde, qui est à la racine du processus, est d'identifier, la conscience peut envelopper les émotions et le manque par de la reconnaissance empathique. Cette frustration, au fond, c'est un bien qui cherche à se réaliser. C'est donc ça que je cherche. Oui, c'est un bien qui pour le moment n'est pas. Et je comprends à quel point ça me manque. J'en prends la mesure. Et avec ma conscience, je parle à cette partie de moi-même qui aspire à ça, comme à un enfant qui veut grandir. Et je reste là, avec elle, jusqu'à ce qu'elle se calme.
Alors, quand le calme est revenu, la conscience peut revenir au niveau du mental pour chercher de nouvelles stratégies, mieux adaptées pour la satisfaction de ce besoin profond qui vient d'être identifié. Quand je retrouve un mental apaisé, je peux me mettre au travail. Qu'est-ce qui dépend de moi pour satisfaire cette aspiration dans cette situation? Qu'est-ce qui dépend d'autrui? Quelles peuvent être les contraintes et les aspirations de mes partenaires? Quelle démarche, quelle demande puis-je faire? Et ce travail de relecture qui m'a apaisé est un préalable qui me prépare à rencontrer mon partenaire. Lui n'a pas fait forcément ce travail, mais le fait que j'ai pu le faire peut améliorer grandement les choses. À la racine des ressentis et des cogitations pénibles, ce travail de relecture m'a permis de mettre en lumière des besoins activés par des aspirations essentielles. Alors je suis à présent en mesure de reconnaître qu'il y a aussi une telle cohérence chez mon partenaire. Je peux ouvrir un dialogue avec lui dans lequel ses propres aspirations profondes pourront peut-être apparaître. Parce que nous sommes au fond, l'un et l'autre animés par un élan de vie qui stimule des aspirations semblables. En les accueillant, il se peut que nous trouvions ensemble un chemin qui permette de mieux les satisfaire.